Franchement, Raphaël, tu aurais pu choisir mieux. » La phrase a flotté un instant dans l'air chaud de juin, suspendue au-dessus des 100 invités figés dans le jardin du domaine viticole. Ma sœur, Amélie, tenait encore le micro, un sourire suffisant peint sur ses lèvres. C'était mon mariage, un samedi après-midi dans le Beaujolais, et elle venait de transformer mon rêve en humiliation publique. Les guirlandes lumineuses semblaient soudainement trop vives, le parfum des roses trop entêtant. Je n'ai pas ressenti de choc, seulement une clarté glaciale. Ce n'était pas une gaffe, c'était une exécution. Sous la table recouverte de lin blanc, la main de mon mari, Raphaël, s'est resserrée sur la mienne, son regard passant de l'incrédulité à une colère sourde. Amélie venait de déclarer la guerre, non seulement à moi, mais à nous. Elle avait choisi le lieu et l'heure, mais elle ignorait que j'étais prête pour cette bataille depuis bien longtemps. Elle pensait me détruire, mais elle ne faisait que m'offrir la tribune que j'attendais. Les murmures ont commencé à onduler à travers les tables, un bruissement de malaise parmi nos amis et notre famille. Mes parents, assis à la table d'honneur, avaient le visage pétrifié de ceux qui espèrent une mauvaise blague sans y croire. Amélie, réalisant peut-être que son trait d'esprit était tombé à plat, a tenté de rattraper le coup avec un rire forcé, enchaînant sur une anecdote fade à propos de notre enfance. Mais le venin avait été instillé. Toute ma vie, elle avait été le soleil, et j'avais été son ombre, la petite sœur conciliante qui pardonnait tout pour maintenir une paix familiale précaire. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous connaissent ce genre de dynamique, où l'amour semble toujours conditionnel. Si c'est votre cas, abonnez-vous, car vous savez à quel point il est difficile de briser ce cycle de silence. Pendant des années, j'avais excusé ses piques, ses mensonges, ses manipulations. Mais aujourd'hui, devant l'homme que j'aimais, sa cruauté n'était plus un secret de famille, c'était un spectacle public. Lorsqu'elle a terminé son discours et s'est rassise à côté de son petit ami, Marc, elle m'a adressé un clin d'œil complice, comme si nous partagions un secret. L'audace de ce geste a failli me faire perdre mon calme. Elle ignorait tout de mon véritable secret, celui que je gardais précieusement depuis 6 longs mois. 6 mois durant lesquels des captures d'écran brûlèrent dans un dossier sécurisé de mon téléphone. J'avais découvert sa trahison bien avant ce jour, mais j'avais consciemment choisi d'attendre. La confronter en privé aurait été inutile. Elle aurait nié, m'aurait traité de folle, aurait retourné nos parents contre moi et empoisonné les préparatifs du mariage. Non, j'avais besoin d'un moment où la vérité serait indiscutable, où son masque social ne pourrait pas être recollé. J'avais besoin d'une scène, d'un public, et elle venait de me les offrir sur un plateau d'argent. Chaque jour, pendant ces 6 mois, j'avais répété ce moment dans ma tête, non pas avec haine, mais avec la détermination froide d'une chirurgienne s'apprêtant à exciser une tumeur. Mon regard a croisé celui de Raphaël. J'y ai vu non seulement de la douleur, mais une fureur protectrice qui a balayé mes dernières hésitations. Ce n'était plus seulement mon combat. L'insulte ne m'était pas uniquement destinée. Elle visait notre union, notre avenir. L'ancienne Chloé se serait levée pour se réfugier aux toilettes, le visage baigné de larmes, laissant Amélie savourer sa victoire. Mais cette Chloé-là était morte depuis longtemps. J'ai vu ma témoin, Léa, la seule au courant de mon plan, me faire un imperceptible signe de tête. Le micro, posé sur la petite estrade, semblait m'appeler. Amélie pensait avoir eu le dernier mot, elle pensait avoir terni mon bonheur pour toujours. Elle ne comprenait pas que son acte de cruauté n'était pas une fin, mais un commencement. Elle pensait que c'était son moment pour briller, mais elle ne faisait que m'offrir la scène parfaite pour enfin révéler au grand jour qui elle était vraiment. Cette dynamique ne datait pas d'hier. Je me souviens encore de mes 16 ans, lorsque j'avais économisé pendant une année entière pour m'acheter mon premier appareil photoréflexe. Amélie l'avait emprunté sans me le demander pour une fête, et l'avait fait tomber, brisant l'objectif. Quand nos parents l'ont appris, la réaction fut immédiate, mais pas celle que j'attendais. Ma mère m'a prise à part, m'expliquant qu'Amélie était déjà si stressée par ses examens, que ce n'était qu'un objet et que je devais faire preuve de maturité. Elle m'a demandé de ne pas en faire un drame pour préserver l'harmonie familiale. J'ai donc ravalé mes larmes
hocher la tête et regarder ma sœur recevoir des mots de réconfort, pendant que mon sacrifice et ma perte étaient bas balayés sous le tapis du silence. C'est ainsi que j'ai appris ma place, celle qui absorbe les chocs pour que le navire familial ne tangue jamais, celle dont les sentiments importent moins que la tranquillité de façade. Il y a 1 an, son monde parfait s'est effondré. Amélie avait perdu son emploi dans une agence de communication à Lyon et, pour maintenir son train de vie extravagant, avait accumulé une dette de carte de crédit s'élevant à 15 000 €. Les lettres de relance s'entassaient, la menace d'une saisie devenait réelle. Un soir, elle m'a appelée en larmes, non pas pour demander de l'aide, mais pour se plaindre de l'injustice de la vie. Elle ne voyait pas sa propre imprudence, seulement la malchance qui s'acharnait sur elle. Pendant qu'elle parlait, je pensais à l'héritage de notre grand-mère, cet argent que je gardais précieusement comme apport pour mon premier appartement. Voir ma sœur aînée si désespérée, si humiliée, a court-circuité toute ma rancœur. J'ai pris une décision en une fraction de seconde, une décision qui allait me coûter mes rêves, mais qui, je le croyais alors, pourrait peut-être enfin réparer notre relation brisée. Le plus difficile n'a pas été de signer le chèque, mais de construire le mensonge qui l'accompagnerait. Je savais qu'Amélie, dans son orgueil, n'accepterait jamais que sa petite sœur la sauve. J'ai donc orchestré une mise en scène complexe. J'ai transféré les fonds sur le compte de nos parents, puis je les ai convaincus de lui présenter cela comme un cadeau exceptionnel et anonyme d'un membre de la famille éloigné pour l'aider à se relancer. Ils ont accepté sans poser trop de questions, soulagés de voir le problème résolu sans avoir à puiser dans leurs propres économies. Amélie a accueilli la nouvelle avec un soulagement théâtral, déclarant qu'elle avait toujours su que sa chance finirait par tourner. Elle ne m'a jamais regardée, n'a jamais suspecté une seconde que le filet de sécurité qui venait de la rattraper était tissé avec les fils de mon avenir. Pour elle, c'était simplement son dû. La naïveté a ses limites, et les miennes ont été pulvérisées il y a 6 mois, un mardi soir pluvieux. J'ai reçu une série de messages de Léa, une amie commune qui était aussi restée proche de mon ex-petit ami, Thomas. Elle m'écrivait, l'air profondément désolé, qu'elle ne pouvait plus garder un secret qui la rongeait. Thomas, rongé par la culpabilité après leur propre rupture, lui avait tout avoué et montré. Il avait eu une liaison avec Amélie pendant les 2 dernières années de notre relation. Ma sœur venait me consoler de mes peines de cœur le week-end, tout en passant ses nuits avec l'homme pour qui je pleurais. Léa, dégoûtée par une telle duplicité, avait pris des captures d'écran de leur conversation, des échanges où Amélie se moquait ouvertement de moi, de ma gentillesse, de ma confiance aveugle. Elle me les a envoyés, ajoutant simplement « Tu mérites de savoir qui elle est vraiment, Chloé ». Les captures d'écran étaient un abîme de mépris. Je les ai lues et relues, chaque mot gravant au fer rouge une nouvelle blessure dans mon cœur. De toute façon, tu n'imagines pas à quel point cette idiote est facile à manipuler, écrivait-elle à Thomas, après que je lui avais confié mes doutes sur notre relation. Elle gobe tout, la pauvre. Chaque message était une pierre de plus sur le mur de sa trahison. Ce soir-là, la Chloé conciliante est morte. J'ai regardé les photos de mon mariage en préparation, le visage souriant d'Amélie à mes côtés lors des essayages de ma robe, et j'ai ressenti un froid polaire. La confronter en privé ? Inutile. Elle aurait nié, m'aurait isolée. Non, la vérité méritait un public. J'ai sauvegardé les images dans un dossier crypté et j'ai attendu. J'ai souri, j'ai organisé, j'ai joué mon rôle à la perfection, sachant que la scène parfaite pour le dénouement se préparait, et que c'est elle-même qui en tirerait le rideau. Le DJ a relancé la musique, un morceau pop entraînant qui sonnait faux, comme un rire forcé dans une chambre mortuaire. Les invités, mal à l'aise, ont tenté de reprendre leur conversation, mais leurs regards glissaient sans cesse vers notre table, cherchant des indices, une explication. Mes parents, au lieu de venir me voir, se sont précipités vers Amélie. Je les ai observés de loin, ma mère lui passant une main apaisante sur le dos, mon père lui murmurant des mots que j'imaginais rassurants. Il gérait la crise, comme toujours, en s'occupant de celle qui l'avait provoquée. Pendant près de 20 minutes, j'ai existé dans une bulle de silence assourdissant, Raphaël à mes côtés, sa main un point d'ancrage dans la tempête.
Il n'a rien dit, mais sa mâchoire contractée parlait pour lui. La fête continuait autour de nous, une mascarade de joie que ma propre sœur venait de saboter. Et la première préoccupation de ma famille n'était pas ma douleur, mais son confort. Finalement, ma mère s'est approchée, le visage tendu par un sourire de circonstance. Elle m'a demandé de la suivre dans un petit salon attenant à la salle de réception, pour parler 1 minute. Amélie était déjà là, assise sur un canapé en velours, l'air contrarié, comme si elle était la victime. Mon père se tenait près de la fenêtre, le dos tourné. « Chloé, ta sœur ne pensait pas à mal », a commencé ma mère. Amélie a enchaîné, la voix pleine d'une impatience feinte. C'était de l'humour, une simple blague. Franchement, tu prends tout au premier degré, tu gâches l'ambiance pour rien. Elle n'a pas présenté d'excuses. Elle m'a accusée. Mon père s'est retourné, ajoutant « Ne faisons pas de scène. C'est ton mariage. Sourions et oublions ça. » Oublier. C'était leur solution à tout. Effacer mes sentiments pour préserver leur fragile illusion d'une famille parfaite. Ils ne me demandèrent pas de pardonner, mais de me taire. À cet instant précis, quelque chose s'est brisé en moi, définitivement. Ce n'était plus de la tristesse, mais un froid glacial. J'ai repensé aux 15 000 €, à mon rêve d'appartement sacrifié sur l'autel de sa prétendue détresse. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais ravalé mes larmes pour ne pas faire de vagues. Il ne voyait pas sa cruauté, ou pire, il la voyait et choisissait de l'ignorer. Mon sacrifice n'avait rien réparé. Il n'avait fait que renforcer sa conviction qu'elle pouvait tout se permettre, que je serais toujours là pour amortir sa chute, en silence. Son mépris n'était pas une erreur. C'était un mode de fonctionnement, validé par la lâcheté de nos parents. J'ai compris que l'harmonie familiale qu'il chérissait tant n'était qu'un contrat tacite où je devais payer toutes les factures émotionnelles. Ce jour-là, j'ai décidé de résilier ce contrat. Je suis retournée dans la salle de réception sans un mot, les laissant dans leur petit salon avec leur déni. J'ai retrouvé Raphaël, qui a lu la décision dans mon regard. Il a simplement hoché la tête, un soutien silencieux et total. « Fais ce que tu as à faire, mon amour. Je suis avec toi. » Ces mots ont été le dernier souffle de courage dont j'avais besoin. J'ai cherché Léa du regard, assise à une table voisine. Nos yeux se sont croisés et elle a compris. D'un geste discret, elle a sorti mon téléphone de son sac à main, celui que je lui avais confié avant la cérémonie, et l'a posé sur la table, à portée de ma main. Les preuves étaient là, à quelques centimètres. Le plan, qui était jusqu'alors une possibilité lointaine, une option de dernier recours, venait de devenir une certitude. La peur avait disparu, remplacée par une détermination tranquille et implacable. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. J'ai observé Amélie revenir, un sourire triomphant aux lèvres. Elle s'est installée à sa table, a levé sa coupe de champagne et a commencé à raconter une anecdote, captivant son auditoire. Elle était redevenue le centre de l'attention, persuadée d'avoir gagné, d'avoir une fois de plus réduit ma journée à une simple note de bas de page, dans son propre récit. Elle ne se doutait de rien. Elle riait, insouciante, ignorant que chaque éclat de son rire creusait un peu plus sa propre tombe sociale. Elle m'avait offert la scène, le public et le motif. Le micro, posé sur la petite estrade en bois près de la piste de danse, semblait m'appeler. Le spectacle n'était pas terminé, il allait seulement vraiment commencer. Et cette fois, c'est moi qui allais en écrire le dénouement, avec ses propres mots comme introduction. Je me suis levée, j'ai attrapé le micro, et je suis montée sur la petite estrade en bois. Le silence est tombé d'un coup, un silence lourd, curieux. Les cent-pères d'yeux rivés sur moi n'exprimaient pas de la pitié, mais une attente fébrile. Mes parents, revenus à leur table, me regardaient avec une anxiété palpable, craignant un autre éclat, une autre scène qui viendrait entacher leur image parfaite. Amélie, quant à elle, m'observait avec un petit sourire narquois, persuadée que j'allais me ridiculiser en tentant une réponse maladroite à son attaque. Elle ne voyait en moi que la petite sœur fragile qu'elle avait toujours écrasée. Elle ne pouvait pas imaginer que la femme qui se tenait devant elle n'était plus cet enfant. J'ai pris une profonde inspiration,
non pas pour calmer mes nerfs, mais pour savourer cet instant de bascule. Le poids des années de silence était sur le point de s'envoler. La lumière des projecteurs était chaude sur mon visage, mais à l'intérieur, je n'avais jamais été aussi froide, aussi lucide. Mon plan n'était pas né d'une impulsion, mais avait mûri pendant 6 longs mois, dans le secret le plus absolu. Tout a commencé par ce message de Léa, une nuit de décembre. Elle m'avait écrit, hésitante, qu'elle devait me dire quelque chose d'important concernant Thomas et Amélie. Elle m'a expliqué comment Thomas, après leur propre rupture, lui avait tout avoué, rongé par la culpabilité. Il lui avait montré des conversations entières, des échanges où ma propre sœur se vantait de sa duplicité, se moquait de ma naïveté. Léa, écœurée par une telle trahison, avait pris des captures d'écran avant que Thomas ne puisse les effacer. Elle me les a envoyées, non par vengeance, mais par loyauté envers moi. Tu mérites de savoir, Chloé. Tu mérites la vérité. Ces mots ont été une bouée de sauvetage dans l'océan glacial de la trahison. Elle n'a pas seulement validé ma douleur. Elle m'a donné les armes pour me défendre, pour la première fois de ma vie. Les premières 24 heures, après avoir reçu les preuves, ont été un brouillard de douleur et de colère. Mais très vite, une clarté impitoyable a remplacé le chaos. Confronter Amélie en privé aurait été une erreur stratégique. Elle aurait nié, m'aurait traité de paranoïaque, aurait retourné la situation à son avantage auprès de nos parents. Elle m'aurait accusé de vouloir saboter mon propre mariage par jalousie. J'ai compris que pour que la vérité ait un impact, elle devait être révélée dans un contexte où le déni serait impossible, où son masque social se fissurerait devant un public. Le mariage est alors devenu une évidence. Ce n'était pas un acte de vengeance, mais de justice. J'allais utiliser la scène qu'elle chérissait tant, l'attention qu'elle convoitait, pour exposer non pas mes sentiments, mais des faits bruts, incontestables. J'ai donc continué les préparatifs, le sourire aux lèvres, chaque invitation envoyée étant un pas de plus vers sa chute. Les captures d'écran étaient mon assurance. Je les avais sauvegardées sur un cloud sécurisé, imprimées et cachées dans un coffre. Je les relisais parfois, non pour raviver la douleur, mais pour renforcer ma résolution. Les mots d'Amélie étaient d'une cruauté chirurgicale. Elle est tellement prévisible, c'est presque triste. Un mot gentil, et elle me pardonnerait un meurtre, écrivait-elle à Thomas. Un autre message, particulièrement cynique, disait « Le plus drôle, c'est qu'elle pense que je suis sa meilleure amie. » Ces phrases résonnaient avec une ironie amère quand je pensais aux 15 000 € de mon héritage que je lui avais donné en secret pour éponger ses dettes. Mon sacrifice, mon désir de l'aider, n'avait été pour elle qu'une preuve de plus de ma stupidité. Cette preuve matérielle de sa trahison était le socle de mon plan. Elle ne pourrait pas tordre les faits, car les faits étaient écrits noir sur blanc, dans ses propres mots. Alors, debout sur cette estrade, le micro dans ma main, je n'étais plus la victime. J'étais la narratrice. Je voyais Léa, à sa table, me faire un signe de tête encourageant. Je sentais la présence solide de Raphaël juste derrière moi, son soutien un bouclier invisible. Mes parents me regardaient, implorant, espérant que je ravale ma fierté une fois de plus pour sauver les apparences. Mais les apparences étaient déjà brisées, pulvérisées par la méchanceté d'Amélie. Mon regard s'est posé sur elle. Elle avait cessé de sourire. Une lueur d'incertitude, peut-être même de peur, commençait à poindre dans ses yeux. Elle comprenait enfin que quelque chose d'irréversible était en train de se produire. Elle avait allumé un incendie en pensant me brûler, mais elle ne réalisait pas que le vent avait tourné et que les flammes revenaient droit sur elle. Le moment était venu. Le silence de la salle était total, suspendu à mes lèvres. Merci Amélie, pour tes vœux si honnêtes. Ma voix était calme, amplifiée par le micro, et elle a tranché le silence qui s'était installé dans le jardin. Chaque mot était pesé, chaque syllabe chargée d'un poids que personne ne pouvait encore deviner. Je la regardais droit dans les yeux, son sourire narquois s'effaçant lentement pour laisser place à une expression d'incertitude. Elle ne comprenait pas.
mais elle sentait le danger. Puisque nous parlons de choix, et de la qualité des choix que les gens font, j'aimerais partager quelque chose à propos des tiens. Un frisson a parcouru l'assemblée. Ce n'était plus un discours de mariée, c'était autre chose. Raphaël s'est approché de l'estrade, se tenant juste derrière moi, une présence silencieuse et solide. Mes parents me fixaient, le visage décomposé par la peur du scandale. Ils n'avaient pas encore compris que le scandale avait déjà eu lieu, et que je n'étais pas celle qui l'avait provoqué. Je n'étais que celle qui allait l'éclairer. Pendant 2 ans, alors que j'étais encore avec Thomas, tu as fait un choix, Amélie. Le choix de coucher avec lui dans mon dos. Le souffle coupé collectif des invités a été presque audible. Amélie est devenue livide, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans qu'aucun son n'en sorte. Elle a secoué la tête, un déni pathétique et désespéré. C'est faux, elle ment, elle est jalouse, elle a toujours été jalouse, a-t-elle finalement réussi à articuler, sa voix montant dans les aigus, mais ses yeux affolés trahissaient sa panique. Elle cherchait du soutien autour d'elle, mais ne rencontrait que des regards stupéfaits et interrogateurs. Mon père s'est à moitié levé de sa chaise avant de se rasseoir, comme foudroyé. Ma mère, elle, semblait figée, incapable de réagir. Amélie pensait pouvoir s'en sortir avec un mensonge de plus, comme elle l'avait toujours fait. Mais cette fois, j'avais anticipé sa réaction. Je n'étais pas venue avec des accusations, j'étais venue avec des preuves. J'ai levé mon téléphone, l'écran allumé, et tourné vers la lumière, pour que tout le monde puisse voir que je lisais. Je comprends que tu nies. Les mots ont parfois du mal à sortir. Heureusement, les tiens sont écrits. Par exemple, ce message que tu as envoyé à Thomas le 17 janvier de l'année dernière, après que je t'ai confié mes doutes sur notre relation. J'ai fait une pause, laissant la tension atteindre son paroxysme. Puis, j'ai lu, d'une voix claire et sans émotion. De toute façon, tu n'imagines pas à quel point cette idiote est facile à manipuler. La phrase a résonné dans le silence de mort qui s'était abattu sur le domaine. Ce n'était plus ma parole contre la sienne. C'était sa propre cruauté, exposée à la lumière crue de l'après-midi, incontestable et absolue. Le masque venait de tomber, révélant le visage hideux de la trahison. Il n'y avait plus d'échappatoire possible. La réaction a été immédiate et dévastatrice. Le petit ami d'Amélie, Marc, s'est levé brusquement de sa table, sa chaise raclant le sol en pierre dans un bruit strident. Sans un regard pour elle, sans un mot, il a tourné les talons et a quitté la réception, disparaissant derrière les arches de vigne. Le départ a été un verdict, public et sans appel. Ma mère a porté une main à sa bouche, étouffant un cri qui s'est transformé en sanglots silencieux. Son monde parfait, construit sur le déni et les apparences, venait de voler en éclats. Raphaël a posé une main protectrice dans mon dos, un geste qui disait tout. Nous sommes une équipe, nous affrontons cela ensemble. Amélie, elle, restait assise, seule au milieu du désastre qu'elle avait elle-même créé. Son visage était blême, ses yeux vides fixant le chemin par lequel Marc venait de partir. Elle était seule, publiquement abandonnée. J'ai reposé le micro sur son socle, le léger bruit métallique marquant la fin du spectacle. Je n'ai rien ajouté. Il n'y avait rien à ajouter. La vérité n'a pas besoin d'être embellie ou expliquée. Elle se suffit à elle-même. En descendant de l'estrade, j'ai senti le poids de 100 regards sur moi, mais pour la première fois, ce n'étaient pas des regards de pitié. C'était un mélange de choc, de respect, et peut-être pour certains, de compréhension. Je suis retournée à ma place, à côté de mon mari. Il a pris ma main et l'a serrée fort. Au loin, à sa table, Amélie était une statue de honte. Les invités autour d'elle s'étaient tus, l'isolant dans un cercle de silence réprobateur. La fête était terminée pour elle. Pour moi, la vie commençait enfin. Libérée du poison de son influence, libérée du fardeau du silence, je pouvais enfin respirer. La justice n'avait pas été douce, mais elle avait été nécessaire. Le silence qui a suivi son départ fut plus assourdissant que n'importe quel cri.
Amélie ne s'est pas enfuie en courant. Elle s'est levée, a rassemblé les lambeaux de sa dignité et a traversé le jardin d'un pas raide, sous le regard glacial des 100 invités. Personne n'a dit un mot. Personne n'a tenté de la retenir. Chaque père Dieu la suivait, non pas avec pitié, mais avec le jugement silencieux réservé à ceux dont le masque vient de tomber de la plus spectaculaire des manières. Mes parents sont restés pétrifiés à leur table, incapables du moindre geste, leur visage un mélange de honte et d'incrédulité. Ils ne la regardaient pas elle, ils me regardaient moi, comme s'ils me découvraient pour la première fois. En cet instant, Amélie n'était plus le centre de leur univers. Elle était seule, et sa solitude était une œuvre d'art de sa propre création, exposée aux yeux de tous. La musique ne reprit pas. La fête était bel et bien terminée. Ce sont mes parents qui ont rompu le charme macabre. Ils se sont approchés de notre table, non pas avec colère, mais avec une détresse palpable qui m'était étrangère. Ma mère, les yeux rougis, a murmuré « Chloé, comment as-tu pu, devant tout le monde ?» Sa question n'était pas une accusation, mais la plainte brisée de quelqu'un dont le monde venait de s'effondrer. J'ai soutenu son regard sans ciller, ma voix toujours aussi calme. La vraie question est, comment avez-vous pu la laisser faire, pendant toutes ces années, en silence ? Mon père a ouvert la bouche pour protester, mais aucun son n'en est sorti. Il a vu dans mes yeux qu'il n'y avait plus de place pour les excuses, pour les justifications habituelles. La dynamique de pouvoir avait changé pour toujours. Je n'étais plus la petite fille qui absorbait les chocs pour préserver leur confort. J'étais la femme qui venait de leur présenter la facture de leur lâcheté. Ils ont compris, à cet instant, que leur famille parfaite n'avait jamais existé. J'ai décidé qu'il était temps de solder tous les comptes. Vous savez, l'année dernière, quand Amélie a reçu ce cadeau anonyme pour régler ses dettes, ce n'était pas vous. Le visage de mon père s'est décomposé. Ma mère a froncé les sourcils, confuse. J'ai continué, chaque mot étant un coup de marteau sur le cercueil de leurs illusions. C'était moi. C'était les 15 000 € de l'héritage de grand-mère, l'argent que je gardais pour mon apport immobilier. Je vous les ai transférés pour que vous lui donniez, afin de préserver son orgueil. J'ai sacrifié mon projet pour la sauver de l'humiliation. Le silence qui a suivi cette révélation était d'une densité terrible. J'ai vu la honte, la vraie, s'inscrire sur leurs traits. Ils ne pleuraient non plus pour le scandale. Ils pleuraient sur la prise de conscience de leur propre aveuglement, sur la fille qu'ils avaient sacrifiée sans même le savoir. La trahison d'Amélie était une chose, mais leur complicité passive en était une autre, bien plus profonde. Raphaël s'est levé, a pris ma main et s'est adressé aux quelques invités restants, ceux qui étaient trop proches ou trop choqués pour partir. Sa voix était ferme, mais respectueuse. Chloé et moi vous remercions d'être venus. La soirée se termine ici pour nous. Il n'y a eu aucune protestation. Les gens comprenaient. Nous n'avons pas fait le tour des tables. Nous n'avons pas dit au revoir à mes parents qui se tenaient là, comme des statues de sel. Main dans la main, nous avons traversé le jardin, laissant derrière nous les guirlandes lumineuses, les tables à moitié vides et les murmures étouffés. En montant dans la voiture et en nous éloignant du domaine, j'ai regardé les lumières de la fête s'estomper dans le rétroviseur. Je ne ressentais ni triomphe, ni tristesse. Je ressentais un vide pur, propre et incroyablement léger. C'était le son de la liberté, le son d'une cage qui s'ouvre enfin après une vie entière de captivité. Le lendemain matin, le soleil de la Corse semblait différent. Plus chaud, plus franc. Nous étions à l'aéroport, prêts à embarquer pour notre lune de miel, quand j'ai reçu un message de Léa. Juste une phrase. Marc a rompu avec elle hier soir, par SMS. Je n'ai ressenti aucune satisfaction, seulement la confirmation froide que les actions ont des conséquences inévitables. J'ai rangé mon téléphone et j'ai pris la main de Raphaël. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas à m'inquiéter de la prochaine pique, de la prochaine manipulation, du prochain drame. L'ombre qui avait plané sur moi toute ma vie s'était dissipée. En m'asseyant dans l'avion, j'ai regardé les nuages par le hublot
et j'ai compris que je n'avais pas seulement gagné une bataille. J'avais repris possession de mon histoire. Mais je me demandais ce que l'on fait, vraiment, avec une page si blanche, après avoir passé tant de temps à lire le récit écrit par quelqu'un d'autre. Les jours qui ont suivi, en Corse, ont eu la saveur d'une première gorgée d'eau après avoir traversé un désert. Le silence n'était plus lourd et menaçant, mais rempli du son des vagues et du chant des cigales. Il n'était plus une absence de mots, mais une présence de paix. Assise sur le sable chaud, regardant Raphaël nager au loin, j'ai compris que ce n'était pas la vengeance qui m'avait libérée, mais la vérité. La vérité a un poids, et pendant 25 ans, j'avais porté celui des mensonges des autres. En exposant tout, je n'avais pas seulement fait tomber le masque d'Amélie. J'avais déposé un fardeau si lourd que j'avais oublié que je pouvais marcher sans. Ce sentiment de légèreté était nouveau, presque déstabilisant. C'était la sensation d'une page blanche, non pas vide, mais prête. Prête pour une histoire que j'écrirais moi-même, avec mes propres mots et selon mes propres règles. Mes parents ne m'ont pas appelée pendant toute la durée de notre lune de miel. Je n'ai pas cherché à les joindre non plus. Ce n'était pas de la colère, mais la reconnaissance silencieuse qu'un pont avait été brûlé. Un pont construit sur des non-dits et des sacrifices unilatéraux. Je savais qu'un jour, il faudrait peut-être en reconstruire un autre, mais il serait fondé sur des piliers différents. Le respect, l'honnêteté et la reconnaissance de ma douleur. Avec Raphaël, je construisais déjà ce nouveau type de famille, une où l'amour n'est pas un prétexte pour exiger le silence, mais une raison de se défendre mutuellement. Il ne m'a jamais demandé si je regrettais. Il savait que la seule chose que je pouvais regretter était de ne pas l'avoir fait plus tôt. Notre mariage n'avait pas commencé par une fête, mais par un acte de courage, et cela le rendait infiniment plus solide que n'importe quelle cérémonie parfaite. Je repense parfois aux 15 000 €. Pendant des mois, cet argent a symbolisé mon sacrifice, ma naïveté, une perte amère. Mais aujourd'hui, je le vois différemment. Ce n'était pas le prix d'un appartement que j'avais perdu, c'était le prix de ma liberté que j'avais payé. C'était le dernier versement d'une dette émotionnelle que je n'aurais jamais dû contracter. En le donnant, j'avais cru acheter la paix, mais j'avais seulement financé la continuité de ma propre oppression. La véritable libération n'est pas venue en pardonnant à ceux qui me blessaient, mais en me pardonnant à moi-même d'avoir accepté si longtemps d'être invisible. L'ancienne Chloé aurait ressenti de la culpabilité pour le chaos provoqué. La nouvelle Chloé comprend qu'elle n'a pas créé la bombe. Elle a simplement refusé de continuer à vivre assise dessus en prétendant que tout allait bien. La leçon la plus importante que j'ai apprise est que la dignité n'est pas négociable. Poser des limites claires n'est pas un acte de méchanceté, mais l'acte de respect de soi le plus fondamental qui soit. On passe une partie de sa vie à croire que pour être aimé, il faut être conciliant, flexible, qu'il faut absorber les coups pour ne pas faire de vagues. Mais l'amour qui exige que l'on s'efface n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Le vrai respect ne vient pas des autres, il naît de notre propre capacité à dire « ça suffit » et à défendre cette ligne avec une détermination tranquille. On n'attend pas que les autres nous traitent comme nous le méritons. On leur enseigne comment le faire en refusant d'accepter moins. Ce jour-là, au milieu des vignes, je n'ai pas seulement exposé ma sœur, j'ai repris possession de ma propre valeur. Ce soir, sur notre balcon face à la mer Méditerranée, Raphaël a passé son bras autour de mes épaules. Le ciel était d'un violet profond, parsemé des premières étoiles. Il ne m'a rien demandé, il a juste attendu. Je me suis appuyée contre lui, sentant pour la première fois un avenir qui n'était pas une simple continuation du passé. C'était un territoire nouveau, une promesse. Ce n'était pas la fin d'une guerre, mais le début d'une paix véritable. Celle que l'on construit soi-même, brique par brique, vérité par vérité. Je n'ai plus peur des silences, ni des mots. Je suis enfin libre. À ma place, auriez-vous eu le courage de révéler la vérité devant tout le monde, ou le silence est-il parfois une meilleure réponse ?